Son rêve est de voler. Il a piloté les avions de chasse les plus rapides. Il voulait sentir le vent, monter et descendre au gré des courants. Comment un pilote, homme réputé sérieux, se lance-t-il dans cette entreprise folle de créer ses propres ailes pour voler comme un oiseau? Bonjour Yves. Bonjour Viviane. Alors, vous avez fait du ciel votre terrain de jeu, c'est tout à fait inhabituel ça. Inhabituel, mais c'est le plus beau terrain de jeu. Il a une dimension de plus. C'est vrai. Et j'essaie de l'utiliser, cette dimension de plus. Alors, vous avez été pilote de chasse, pilote de ligne, aujourd'hui homme-oiseau. Comment ça a commencé tout ça? C'est un rêve de gosse que vous avez réalisé? Oui, de gosse, d'adolescent. Je devais avoir 13-14 ans. Je suis allé à un meeting aérien. C'était à Gruyère. Et il y avait la patrouille suisse. Donc, c'était du temps encore où, dans les meetings, les avions passaient bas et très vite sur le public. C'était peut-être dangereux, mais c'était très beau. En tout cas, ça m'a vraiment carrément fait un choc, quoi, vraiment une grosse impression. Le solo de la patrouille suisse, je me rappellerai toujours, qui, pendant leur éclatement à la fin, qui me venait dessus, j'ai l'impression d'être tout seul face à cet avion. Passer dessus, il devait avoir 900 000 à l'heure, monstre bruit, en quelques secondes, disparu derrière une montagne. Puis là, je me suis dit, là-dedans, le gars qui est là-dedans, il doit vraiment prendre son pied. L'histoire d'Yves Rossi est avant tout celle d'une carrière placée sous le signe de l'aviation. Dès l'âge de 20 ans, le jeune homme intègre l'armée suisse et devient pilote de chasse, une activité qu'il exercera 8 ans durant. Le chevalier du ciel se transforme alors en commandant de bord. Sur DC-9 ou sur Airbus, Yves Rossi redécouvre une autre façon de voler. Il a toujours été passionné par l'aviation, c'est un puriste, c'est un type qui a autant de plaisir que moi à voler. Par contre, il était encore plus loin. Du skysurf à la chute libre, Rossi expérimente absolument tout ce que l'on peut imaginer d'activités aériennes. Shooté à l'adrénaline, il ne s'arrête pas là et multiplie les aventures. Tour de la Suisse en 24 heures sur 25 moyens de locomotion différents. Tentative de surf sur le jet d'eau de Genève. Rossi aime se jouer des éléments, quitte à parfois défier le danger. On a quelquefois des pincements au cœur parce qu'on se dit là, il va un peu loin. Mais par contre, c'est tellement génial de le voir, être satisfait des résultats que c'est fabuleux. Aujourd'hui proche de la cinquantaine, Yves Rossi n'est toujours pas rassasié. En recherche permanente d'absolu, sa dernière lubie est de loin la plus folle, parvenir à voler tel un oiseau, une aile en Kevlar pour simple appareil, propulsé par des mini-réacteurs. Du rêve à la folie, l'histoire de Rossi est en marche dans sa conquête de l'air. Quand vous voyez le cheminement qu'il a fallu pour arriver à ça, vous vous rendez compte, c'est pas un type qui s'est dit un jour je me mets des ailes sur le dos et j'y vais. Il a vraiment étudié la chose, la technologie de l'aile est très sophistiquée, et puis il a une vraie continuité, il a un vrai cheminement dans sa passion pour tout ce qui vole. Quelle sorte de petit garçon vous étiez avant ça? Assez turbulent. Je me suis cassé les bras, les clavicules, la tête. J'étais assez actif. J'aimais bien déjà être en altitude. Ils sont venus me rechercher avec l'échelle de pompier ou d'un arbre. J'aimais bien grimper et puis voir les choses d'en haut. Et vos parents dans tout ça, ils acceptaient? Quelle était leur réaction? Moi, ils acceptaient, puis disons, ils m'ont toujours laissé assez libre, puis pris, bon voilà, c'était leur gamin, ils l'ont pris comme il était. Même que j'étais turbulent et tout, il y avait quand même un truc qu'il fallait qu'il se fasse, c'était les devoirs à l'école, donc là, ça devait suivre. Puis je m'étais rendu compte que quand là, ça suivait, je pouvais aussi faire d'autres choses justement à côté, donc c'était un bon équilibre. Et alors après ça, comment tout a commencé? Parce qu'on ne devient pas pilote de chasse par hasard, il y a un long parcours. Voilà, il y a un long parcours qui est très sélectif. Hein. Ça s'appelait les cours IAP, donc c'est l'instruction aéronautique préparatoire. Je m'étais inscrit à 17 ans. Et puis d'abord, on passe des tests, on est 300 à la caserne, et puis c'est des tests psychotechniques, des choses comme ça. Ensuite, si ces tests étaient bons, on passe à travers le filet des psychiatres, voir si on n'est pas... Hein. Et puis ensuite, à 18 et 19 ans, il y avait des cours 2 fois 2 semaines qui étaient payés par la Confédération. Puis déjà, pendant ces cours, ça donnait une idée au moniteur qui faisait un petit peu des rapports au niveau caractère, etc.,
est-ce que c'est des gars qui peuvent devenir pilotes de ligne et pilotes militaires? Donc c'était toujours assez sélectif. Puis les moniteurs en question, ils se sont dit que le tir aussi, peut-être qu'il y arriverait. Et puis je suis passé là à travers. Vous étiez très doué? Non. Non. Travailleur. Travailleur. Mais je n'étais pas doué. Je fais toutes les fautes, mais j'essaye de ne pas les refaire. D'accord. C'était ça. En fait, un pilote militaire, c'est ce qu'on lui demande. Il faut qu'il apprenne vite. Tout le monde fait des fautes, on les accepte. Simplement, il faut essayer de ne pas les refaire. Puis, ça va très vite. La formation, elle va très vite. Elle dure combien de temps, toute la formation? Disons, en passant d'un petit avion comme ça jusqu'à un jet, c'est 2 ans. 2 ans. Voilà. C'est court. C'est court pour tout apprendre, oui. Ouais. Alors, quels étaient les avions, les types d'avions sur lesquels vous avez volé en tant que pilote de chasse? Alors, j'ai eu de la chance parce que, avion hélice, j'ai commencé sur le P3, qui est un style d'avion comme ça. Après, comme professionnel, passé sur le Hunter. C'était l'avion qui m'avait fasciné. C'était celui-là même. C'était celui-là, donc déjà là, j'étais très content. Et puis, j'ai eu la chance d'aller encore sur le Tigre F5 et puis le must, c'est le Mirage. Bisupersonique, Mirage 3. Ça, pour moi, c'est le plus bel avion. Alors, les sensations, là, racontez-nous les sensations. Parce que nous qui sommes en bas et qui voyons passer ces avions... elles sont très difficiles à faire passer, si ce n'est que c'est un mélange de liberté, de puissance, de rêve. C'est un mix. C'est tout ça en même temps. Moi, j'avais de la peine à redescendre. Je vais essayer de passer ça. Je faisais un entraînement individuel, par exemple, à Payerne, sur Mirage, 4 vols. Que je reprenais ma voiture, un feu rouge, c'est une atteinte à ma liberté. Oui. C'est pour montrer que c'est une liberté totale dans les 3 dimensions, avec une puissance aux fesses. Pas possible, une montagne, le Cervin, tout le monde connaît. Depuis en bas le Cervin jusqu'en haut, c'est moins de 10 secondes. Pas de limite. Je veux aller au nuage que je vois là-bas, j'y vais. Je tire un petit peu sur le manche et hop, quelques secondes après, je suis au-dessus. Il n'y a jamais de mauvais temps quand on est sur un avion comme ça. On veut vite aller voir le soleil, hop, on grimpe, 10 000 mètres, il fait toujours beau. C'est... L'émotion, qu'est-ce que c'est l'émotion, là? En dehors de la puissance et de la liberté. C'est une plénitude. Plénitude. Plénitude, c'est une sorte d'état second, carrément. C'est... Waouh! Ça participe d'un autre monde. Ouais, ça devient presque mystique. Ouais. On arrive à un tel niveau de contrôle que c'est un prolongement de soi-même. Mais Yves, on arrive à s'en passer une fois qu'on a connu ça, cette sorte de plénitude, de... Oui, c'est-à-dire, moi, pour l'instant, je la vis encore à travers des petits avions. Oui. J'ai encore la chance de voler, par exemple, le Hunter, à titre plus ou moins privé. On a une association pour garder un de ces avions en état de vol. C'est un avion qui est devenu historique maintenant. Donc, je la continue. Parce qu'un jour, c'est vous qui avez décidé quand même de ne plus être pilote de chasse et que l'époque était... Non, en fait, non, c'est pas moi qui ai décidé. Trop vieux. Trop vieux, c'est l'âge. Ah ouais, 42 ans, normalement, c'est out, trop vieux. Il y a aussi un aspect, là, c'est un aspect militaire. Hein. On n'en voit pas des vieux au casse-pipe, ils réfléchissent trop. Donc, vous avez quitté partiellement le monde des avions militaires et vous êtes arrivé dans le civil. Voilà. Parce que, aussi, le militaire, c'était presque un petit peu frustrant d'entraîner quelque chose jusqu'à la perfection, dont le but est de ne jamais l'utiliser. Oui, on ne souhaite pas les guerres. Alors voilà, c'est extraordinaire, si on veut, au niveau de la machine et tout, mais le but quand même, derrière, c'est une arme. Et cette arme-là, on va jusqu'à savoir l'utiliser et l'engager, avec pour but de ne pas l'engager. Donc,
à la base, c'est fort. Donc on est toujours en entraînement, on n'est jamais dans l'action véritable. Oui. Alors ça, c'est un des points. Puis l'autre point, à force d'être toujours dans cet esprit militaire et tout, moi, ça ne correspondait pas à ma personne. Il y en a, j'ai des très bons copains qui sont restés militaires puis qui sont très bien avec ça. Moi, ça correspondait pas. J'aimais mieux un peu élargir l'horizon. Pour moi, hein, je parle chacun son truc. Alors après ça, vous dites que quand vous avez piloté les avions civils, c'était presque comme des camions pour vous. Ouais, c'est la même différence entre la Formule 1 et puis l'autobus. Hein. Alors vous étiez sur quel type d'avion? J'ai commencé sur le DC-9, oui. Et puis après je suis allé sur Jumbo Jet, les 747, oui. Superbe machine, quadri-réacteur, gros truc. Puissant aussi. Ah ouais, c'est très puissant, puis c'est très... disons, on est quand même assez fiers d'avoir 370 tonnes, d'amener 370 tonnes à Hong Kong avec des courants, que ça tabasse et tout. Il y a une certaine fierté quand même. C'est un boulot qui est gratifiant à ce niveau-là, si ce n'est que, je vais amener 400 personnes ou 300 personnes à Hong Kong, je reviens, mais il ne me reste rien. C'est pas créatif. Oui. Au niveau aviation pure, on tue un petit peu justement la troisième dimension. On monte un certain niveau, puis après on se met sur une voie aérienne, comme la voie de train. Tiens, il y en a un qui passe, hein, quand on parle du loup. Oui. C'est exactement ça, ça devient une voie. On est sur un rail. Oui. Puis 8 heures à l'horizontale, voilà. Puis après, on redescend gentil, puis on fait en tout cas pas des figures acrobatiques, parce non, ça, je crois que les passagers, ça serait pas voulu derrière. Donc, au niveau de cette troisième dimension que moi j'adore, ça devient un travail. C'est plus ou moins alimentaire, mais il n'y a pas la passion de cette troisième dimension et puis de l'utiliser. Alors donc, l'étape suivante, vous aviez un rêve, hein, vous aviez un rêve depuis toujours. Quand est-ce que ce rêve de voler, d'être l'homme-oiseau, quand est-ce que ce rêve est né, Yves? Il est venu relativement tôt, aussitôt que j'ai commencé la chute libre. J'ai été époustouflé par encore le plus de liberté que dans un avion. Si je fais Pourtant, on tombe, on a une trajectoire. On ne voit pas qu'on tombe, on ne sent pas qu'on tombe. Qu'est-ce qu'on sent? On vole. C'est comme la chute libre, c'est ce qui se rapproche le plus du rêve. C'est en faisant donc du parachutisme que vous avez eu l'idée ou l'envie de devenir un homme-oiseau? Exactement, parce que, ça durait qu'1 minute. Oui, c'est court. Le feeling extraordinaire, ça durait qu'1 minute et ça allait que dans un sens. Ce qui fait que, par réflexion, toujours que je voulais justement changer le vecteur de la verticale à... Si possible, au début, je voulais faire du vol plané, mais toujours avec ces sensations de liberté. Alors, j'ai construit, avec le même constructeur qui me construit maintenant mes ailes, j'ai appelé ça wing surf, c'est-à-dire c'est un surf aile, en forme d'aile. Je surfais une aile d'1,80 m de large. Parallèlement, pendant que je faisais ça, il y avait Patrick de Gaillardon qui a remis à jour les ailes, ces ailes un peu chauve-souris qu'on a entre les bras et les jambes, qui avait pratiquement aussi les mêmes performances. Malheureusement, il s'est tué suite à un accident vraiment bête, comme tous les accidents. Et puis, ça m'a fait réfléchir. Moi aussi, j'avais eu des problèmes, puis j'ai arrêté avec ces surfs. J'ai continué avec d'autres aussi. On a repris un peu son idée avec ses ailes souples, de tissu. À quel moment vos ailes ont pris leur forme actuelle, c'est-à-dire ce projet que vous appelez Fusionman? Fusionman, voilà. C'était il y a 3 ans maintenant. Il m'est venu, c'est chaque fois un petit peu étape par étape. Je descends toujours en vol plané. Et puis, ça donne envie, j'ai volé des jets, j'ai volé des avions et tout, de changer aussi le vecteur. Pourquoi pas monter? Mais ça veut dire motoriser. 6 minutes de pure adrénaline pour un vol à 4000 mètres d'altitude. Avec une aile de 3 mètres d'envergure, Yves Rossi fend les airs, propulsé à plus de 200 km/h.
Emporia Brava, en Espagne. Bienvenue sur l'un des plus grands centres de parachutisme au monde. 150 000 sauts par an, des dizaines de nationalités différentes. C'est ici le lieu de rendez-vous rêvé pour tous les amoureux de sensations fortes. Comme par hasard, c'est également ici que l'on retrouve au sol Yves Rossi pour une présentation de sa machine Jet4. Comme on voit, elle est pliable, parce que je peux toujours pas décoller avec ça. Donc l'idée, c'est de partir d'un avion de telle façon à avoir beaucoup d'altitude sous soi que s'il se passe quelque chose, j'ai du temps pour ouvrir mon parachute, je peux larguer l'aile et ouvrir mon parachute. Une fois que ça a été au point au niveau vol plané, je me suis dit, pour ne plus descendre, l'idéal, ça serait déjà d'arriver à l'horizontale. Donc j'ai mis d'abord 2 réacteurs, les mêmes que ceux-ci, d'abord que 2. Et puis je me suis dit, pourquoi pas en mettre encore un petit peu plus, de telle façon, parce que le rêve vraiment, c'est de pouvoir utiliser la 3e dimension. Si l'aventure humaine est exceptionnelle, le défi technologique l'est tout autant. Après des années de recherche et d'expérimentation avec les professionnels les plus en pointe, Rossi touche enfin au but. La prise de risque est réelle, mais toujours calculée. C'est clair que si on regarde ça d'une vue extérieure, ça paraît très dangereux. Mais il est surtout très sérieux et cherche à faire que, d'une manière sérieuse, le projet fou soit réalisé. Il conclut toute une génération d'hommes volants depuis les années 50, depuis Léo Valentin. Et c'est vrai que lui arrive en l'an 2000, en 2007, avec une intelligence technologique et puis des performances sportives à faire des vols qui sont extrêmement intéressants. C'est l'heure de la démonstration. À quelques minutes du décollage, la pression monte d'un cran. Plus de 60 kg sur les épaules, du kérosène dans les ailes. Yves Rossi s'apprête à faire le grand saut. C'est un mélange de tension et de fun qui va venir. Mais il y a tellement de choses qui peuvent merder qu'il y a quand même pas mal de tension. Et à tous ceux qui te disent « mais tu es fou », qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Et je dis, c'est un compliment. Moi, j'aime bien sortir du format puis aller chercher un petit peu les sensations fortes, les limites et puis le fun. Alors, merci de me traiter de fou. Alors revenons à ce premier jour où pour la première fois, vous avez réussi à voler, donc à réaliser votre rêve. Oui, alors... C'était quand? Alors c'était en 2004, ça devait être juin, je crois. J'y croyais presque pas. Super. Mes réacteurs, ce coup-là, ils fonctionnent. C'était la première fois que vraiment, ils avaient démarré bien, quoi. Je les avais à disposition, j'avais de la puissance à disposition. Puis là, génial, parce que j'étais comme d'hab en vol plané, puis je commençais à mettre les gaz, puis... Et alors là, qu'est-ce que vous avez pensé? Ouais, grand, quoi. Dégueulé, génial, parce que... Ouais, but atteint. Et le feeling, je dis toujours, c'est comme une grosse poignée, quoi. Poignée dans le dos qui me transporte dans l'air, avec une liberté totale de mouvement. Justement, je me suis aperçu que simplement avec le corps, comme j'étais avant en vol plané, je pouvais rester un monstre moment. J'avais fait 6 minutes, comme ça, à voler comme un gamin qui joue à l'avion. Rêve réalisé? Super. Cette expérience de succès, tout le monde a besoin de ça. D'entreprendre quelque chose et d'y arriver. C'est ce qu'il y a de plus gratifiant. Avoir une idée, la dessiner, construire, essayer, réussir. Combien d'années d'efforts, là? Là, c'est 7 ans. 7 ans? Ouais. Donc 7 ans d'essai, 7 ans de déception. Quel genre de problème vous avez eu, Yves? Alors, des problèmes principalement de stabilité, c'est-à-dire tout d'un coup ça devient instable, spécialement juste à la sortie de l'avion où je me mets en vrille. J'essaye de ressortir, mais ça va pas. Puis passer une altitude que je me suis donnée, justement, je largue l'aile, puis je me retrouve
comme un parachutiste normal, avec mes 2 parachutes sur le dos, puis il y a un parachute qui récupère l'aile automatiquement pour qu'elle tombe sur le nez de quelqu'un. Donc, ce plan B-là, je l'ai utilisé déjà assez souvent. Plusieurs fois? Oui, plusieurs fois. Alors, des problèmes, Là, il y en a eu beaucoup, mais de nouveau, ce plan B a toujours fonctionné. Ouais. Vous devez avoir un petit moment de panique, hein, quand même. Alors, quand on se met en vrille comme ça. Alors, c'est pas de la panique, parce que la panique, je serais pas là, je crois. Mais ça serait pas professionnel. C'est tendu. C'est tendu. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes presque désespéré, où vous étiez proche de l'abandon? Oui, ouais. Justement, après ce fameux saut-là, je dis, galère, quoi. Galère. Là, alors, qu'est-ce qui vous a fait reprendre courage? Ça, c'est revenu. C'est le virus. C'est le virus. C'est, le feu sacré. C'est ça. Il y a, comme je dis, d'avoir pris du recul. J'étais faire de la planche à voile, j'étais voir mes copains, tout. Puis aussi les copains qui disent, puis tenez, puis ça, puis ci. Ouais, mais c'est quand même génial de voir aussi ce que ça touche les autres. Là, justement, d'avoir ce noyau, de voir comment on touche les autres, ça donne aussi envie de continuer. C'est pas que ça, parce qu'il faut que ça marche d'abord là à l'intérieur. Il faut que le goût revienne. Puis, c'est revenu. Puis heureusement, parce que maintenant, c'est top. C'est top. Yves, vous imagineriez des dizaines, voire des centaines ou des milliers d'hommes qui, au fond, auraient un grand jouet extraordinaire et qui pourraient... J'espère. Ouais, je me vois assez avec des potes en patrouille, chacun avec des ailes de ce style dans le dos, complètement librement. C'est génial. C'est super. C'était ça l'idée au départ? Ou c'était pour vous? Disons, au départ, je pense que c'est pas arrivé là déjà. Le fait que j'ai quand même un sérieux professionnel a fait qu'on m'a pris aussi au sérieux avec ça. Puis qu'on me prend au sérieux maintenant. Mais c'était une idée de folie. Maintenant, quand je dis, j'ai envie de monter à la verticale, de nouveau, d'accord. Mais le potentiel, il est là. Je suis presque sûr que ça va jouer. Yves, c'est tellement beau cette aventure, mais alors tout ce feu sacré, tout ça, ça vient d'où? Ça vient de quelle philosophie? Pas philosophie personnelle, mais disons, j'ai été quand même assez marqué par un auteur, par exemple Richard Bach, qui a écrit Jonathan Livingston Le Goéland. Et, disons, il a une philosophie qui me plaît, à laquelle je peux tout à fait me coller. Pourquoi on est là? En gros, tout se résume à s'amuser et apprendre. Et ce projet-là remplit complètement ces deux notions. J'apprends énormément de choses parce que ça n'existe pas, donc il faut être créateur, il faut, à chaque étape, j'apprends un nouveau truc qui me permet de passer à la suivante. Puis je m'amuse parce que au niveau sensations, émotions et tout, j'en prends plein la figure. Et c'est ce que je cherche. Quelle sera l'étape suivante d'Yves Rossi? Alors d'abord, il y aura le partage. Hein? Donc là, j'aimerais bien pouvoir partager ce que je fais avant de le terminer. Donc ça, c'est vraiment... Passer le flambeau? Passer le flambeau. Et puis après, je ne sais pas encore, si ce n'est que là, pour l'instant, c'est assez égocentrique comme projet quand même. Il faudrait peut-être voir pour les autres aussi. Donc il y a beaucoup à faire pour les autres. Je ne sais pas encore dans quoi, mais disons, c'est aussi par rapport à gentiment l'âge qui prend et tout, le physique qui ne suit plus, pas mal d'expériences accumulées, de passer le témoin et puis aussi d'apporter quelque chose aux autres. Ça peut être dans l'humanitaire, partout, mais peut-être moins sur Bibi et puis un peu plus sur les autres. Merci de nous avoir emmenés avec vous, merci de nous avoir emmenés dans le grand terrain de jeu là-haut. On a beaucoup rêvé avec vous. On aimerait bien, nous aussi, avoir les ailes sous les bras. Et puis on continue avec vous, on vous suivra dans tous les progrès, dans tout l'avenir. On est avec vous et merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.